Bienvenue dans Agora, mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit déjà du mois de décembre 2014, bien sûr, et c'est le mois de partage. Et pour ce faire, nous, dans votre magazine Agora, nous commençons par d'abord partager notre plateau. Ce soir, je ne serai pas seul, je vais me faire accompagner de ma consoeur Patricia Bassois, et nous recevons pour vous un monsieur que vous connaissez, qui n'est pas étranger dans vos salons. Il s'agit de monsieur Pascal Niembo, qui depuis peu est le président de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Monsieur Pascal, bonsoir. Bonsoir. Et Bassois, vous aussi, bonsoir. Bonsoir, Eric. Alors, on voudrait savoir, la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, le pays est vaste. Où est-ce que cette commission-là travaille? Bon, d'abord, il faut retenir que la Commission nationale a été créée par le gouvernement de la République sur base de l'accord de Lusaka signé par nos chefs d'État de la sous-région. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a une forte activité des groupes armés dans la sous-région. Et ce groupe armé bénéficie justement des exploitations frauduleuses de minerais de la sous-région pour s'approvisionner des armes et de munitions, en armes et en munitions, dans le but justement de continuer à porter atteinte à l'avenir du peuple congolais et le peuple de la sous-région. Alors c'est pourquoi nos chefs d'État au niveau de la sous-région ont signé cet accord. Alors pour matérialiser cet accord, en République démocratique du Congo, en ma qualité du directeur général adjoint du CEC, vous savez que le CEC a pour mission de lutter contre la fraude. Il a pris au gouvernement de me donner la charge de veiller sur les détails dans la lutte contre la fraude. Vous savez, dans la lutte contre la fraude, nous avons eu à avoir beaucoup de réalisations. Nous avons fait beaucoup de choses. Entre autres. Peut-être vous ne suivez pas l'actualité avec beaucoup d'attention soutenue en ce qui concerne le secteur des mines. Vous constaterez avec moi que nous avons organisé plusieurs procès ici, qu'ils soient au parquet général de la République ou au tribunal de paix de la Gombe. Il y a eu beaucoup de sujets, beaucoup des expatriés qui tentaient de sortir avec des minerais de la République d'une manière frauduleuse, que nous avons déjà arrêtés, traînés devant les cours et tribunaux. Au moment où je vous parle, je peux vous inviter à Makala, vous allez les trouver arrêtés, parce que je demandais à la justice de la République de ne pas les libérer ou les refouler. Ils doivent d'abord purger la peine en République démocratique du Congo. Et je tiens à vous informer aussi que toujours en 2014 ici, j'ai réussi avec mon équipe à récupérer plus de 80 tonnes de castérite et coltan qui étaient déjà au Rwanda. Nous avons récupéré ça du Rwanda vers la République. Ce n'est pas facile, mais nous avons récupéré ça. Et le gouvernement rwandais a décidé de nous restituer sur demande de la Commission. Je tiens aussi à vous informer qu'il y a eu l'or qui sortait de Kisangani frauduleusement pour Dubaï. Donc personnellement, j'ai demandé au service le service de la sécurité de l'aéroport John Kenyatta à Nairobi de saisir et de restituer cet or en République démocratique. Ça a été fait. Donc la commission fonctionne. Comme c'est une commission extrêmement sensible et qui fonctionne avec tous les services spécialisés de la République à l'intérieur, ça ne peut pas à tout moment faire l'objet de la publicité. Hein, et nous avons beaucoup de dossiers en cours, qu'ils soient au Katanga, à Kalemi, à Bukavu. Il y a des saisies de nos minéraux en voie d'être exportés frauduleusement par les ennemis de la République. Mais, Monsieur Pascal, vous avez parlé de tout ce que vous avez déjà pu faire jusque-là, mais seulement l'accord de Lusaka, dont vous avez fait allusion, ferait peut-être penser aussi à l'accord inclusif de Sun City. Et dans ces accords-là, je prends le cas de Sun City, il avait été décidé de recréer l'armée de la République démocratique du Congo, justement pour barrer la route à une certaine forme aussi de fraude. Mais nous n'avons pas pu réaliser véritablement la réforme de l'armée. Alors la question c'est celle de savoir, est-ce aujourd'hui vous avez le capital humain capable de pouvoir lutter efficacement contre la fraude, étant donné que le pays est vaste? Là vous n'avez cité que les provinces de l'Est et de la partie ouest. Non, d'abord il ne faut pas créer la confusion. Hein, et Sun City, ça c'est un accord politique fondé sur un conflit qui existait entre
Les différents belligérants, vous voulez dire? Non, non, un conflit qui existe entre les États de la sous-région qui était représenté par un groupe de gens ici au pays. Nous étions en conflit avec le Rwanda, l'Ouganda, et ces gens-là ne pouvaient pas venir eux-mêmes chez nous. Il fallait passer par un groupe de Congolais qui s'appelait Rébellion, entre guillemets. C'était des marionnettes au service de ces États. Bon, ici, ce n'est pas dans ce contexte-là. L'accord ici de Lusaka dont on parle, c'est un accord de chefs d'État qui se mettent d'accord pour lutter contre l'exploitation illégale. Donc tous les chefs d'État acceptent. Ce n'est pas une histoire fondée sur un conflit dans la sous-région. Non, non. Le chef d'État, dans le sens du développement de la sous-région, dans le sens de relations diplomatiques qui lient notre pays avec d'autres États de la sous-région, eh ben, ils ont atterri à la signature de cet accord. Et cet accord a fait des recommandations à chaque État. C'est pourquoi vous trouverez aujourd'hui qu'au Rwanda, il y a aussi les certificats URGL qui ont été lancés par le gouvernement rwandais. C'est sur base justement de cet accord. Et en République démocratique du Congo, nous avons aussi lancé le mécanisme de certification CIRGL. Avec votre structure Oui, c'est ce qui est le point focal. Oui, oui. Donc, le mécanisme de certification CIRGL ne fondait que sur le soubassement juridique de cette certification. C'est d'abord l'accord de Lusaka et de Nairobi. Vous voyez? Donc, au niveau de la sous-région, il y a des États qui s'organisent comme Burundi, qui a besoin de notre expertise pour aussi lancer ce mécanisme de certification au niveau de la sous-région. Parce que le Congo, c'est quand même un État beaucoup plus trop avancé dans le cadre de traçabilité des minéraux suite à plusieurs conflits que nous avons connus dans la sous-région. Eh bien, nous avons mis en place le mécanisme de traçabilité de nos minéraux beaucoup plus efficace pour éviter la contamination de minéraux venant des groupes armés vers les minéraux exportés légalement. Parce que notre souci est d'empêcher les groupes armés d'avoir le moyen de leur politique. Parce que si les groupes armés continuent à exporter, eh ben, ils risqueront de continuer à acheter les armes et les munitions. Alors il faut les empêcher. Pour les empêcher, les chefs d'État ont constaté qu'il était important qu'on lutte contre ces groupes armés. Et pour lutter contre ces groupes armés, il faut attaquer le soubassement qui va permettre à ces groupes d'avoir beaucoup plus de moyens. Parmi les moyens, c'est le minerai. Les groupes armés, lorsqu'ils exportent, ils ont le moyen d'acheter les armes. Nous nous disons, alors il faut empêcher cette exportation des groupes armés. Alors justement, voilà, justement, M. Pascal, pour empêcher, il faut avoir un capital humain. Alors la question, avez-vous aujourd'hui... Non, non, mais je voulais vous dire ici que je peux vraiment vous rassurer, je ne suis pas porte-parole du ministère de la Défense, moi encore de l'état-major général. Mais moi je peux vous dire que l'armée que vous avez connue est fondée sur... la volonté politique de Sun City, cette armée-là, c'est vraiment révolu. Hein. Aujourd'hui, nous avec le mixage, brassage et compagnie. Oui, mais je vous dis, aujourd'hui, nous avons une armée professionnelle. Je peux vous rassurer qu'il faut se désillusionner qu'au Congo, il y a toujours un problème. Non, non, c'est vrai, les difficultés ne manqueront pas. Même aux États-Unis, il y a toujours la réforme permanente de l'armée. Même en France, il y a toujours la réduction du nombre de militaires justement pour renforcer leur budget. Ça existe, ça c'est la vie quotidienne des armées du monde entier. Mais je peux vous rassurer que notre armée aujourd'hui, je ne suis pas le porte-parole de l'armée, mais je peux vous rassurer le général Kassonga. Oui, oui, donc je peux vous rassurer que nous avons maintenant une armée ici en République, et toute tentative de toucher à la terre congolaise, vous allez voir la capacité ou la supériorité du feu de l'armée nationale congolaise. Parce que vous avez vu avec M23, M23 qui était soutenu avec les États de la sous-région. Mais c'est grâce justement à cette armée-là que nous avons désillusionné totalement le chef d'État qui soutenait le M23 et jusqu'à ce qu'il a demandé à ces militaires qui s'appelaient M23, alors que ce sont des militaires de son pays, de quitter le Congo parce que c'était le feu alors qu'ils n'ont jamais vécu. Voyez, regardez par exemple les munitions et les roquettes qu'ils ont laissées à Bunagana. C'était une sorte de base que vous ne pouvez pas déloger ces gens-là. Mais comment ils ont quitté? Comment ils ont quitté? C'est parce qu'il y a une armée. Véritablement parce qu'ils ont professionnelle et la population... Ils ont vécu la supériorité de faits qu'ils n'ont jamais vécu. Et la population continue à espérer que ça sera de même pour le ADF Nalu notamment. Alors Patricia Basso a une question maintenant. Oui, Monsieur Pascal, lorsque vous avez parlé
bien sûr vos réalisations, on a cru entendre, on a cru comprendre une certaine légèreté par rapport certainement aux frontières, parce que comment pourrez-vous expliquer qu'à chaque fois qu'il y ait des minerais qui sortent sous contrôle et puis qu'après vous alliez intervenir pour les récupérer. En même temps, au mois de juillet, vous avez pour mission de vulgariser le certificat de la CIRGL. En quoi consistait ce certificat? Bon, d'abord, il faut retenir que le service retenu pour prester dans nos frontières, le CSC ne fait pas partie de ce service. Mais à ma qualité de coordonnateur national, je peux vous rassurer que la majorité des services spécialisés faisant partie de la commission sont aussi à la frontière. Donc, il y a une sorte de complémentarité entre le CSC et les services qui sont à la frontière. Bon, vous savez, le problème de légèreté au niveau des frontières, je ne crois pas. Il faut savoir que sinon la police n'allait pas exister. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver qu'il y a des Colombiens qui entrent avec la drogue. Vous n'allez pas dire qu'en Amérique, au niveau des frontières, il y a la légèreté. Il n'y a pas la légèreté, les gens s'organisent. Ça ne fait pas longtemps ici, je ne vais pas citer cette chaîne, même France 24 l'a montré, qu'il y a des Français qui sont arrêtés ici en Afrique avec des tonnes et des tonnes de drogue vers la France. Vous voyez, nous avons suivi à un certain moment, même la police française était incriminée sur les colis de drogue arrêtés déjà, se trouvant à un endroit hautement sécurisé, et puis portés disparus. C'est pour vous dire que cette légèreté existe partout dans le monde. Mais le travail des structures étatiques, c'est essayer de sanctionner lorsqu'il y a la légèreté, essayer de rappeler à l'ordre pour l'intérêt général de notre peuple. Ça, c'est la première des choses. La vulgarisation que j'ai effectuée Nairobi, Kenya, vous savez que ce sont des pays de la sous-région qui ont signé cet accord avec notre commandant suprême, qui a aussi posé sa signature sur cet accord de lutter contre l'exploitation illégale de minerais dans la sous-région. Alors, il était important que nous puissions échanger au niveau de la matérialisation de cet accord, qu'on puisse échanger avec les autres services techniques de la sous-région. Ça veut dire qu'à Nairobi, il y a aussi ceux qui luttent contre la fraude minière au Kenya. Des services similaires. Oui, oui. Vous allez en Tanzanie, vous allez trouver les services qui luttent contre la fraude minière. Au Rwanda, il y a aussi des services qui luttent contre la fraude minière. C'est pourquoi ils ont même restitué les 80 tonnes. C'est parce qu'il y a maintenant, nous sommes en train de mettre en place une sorte de symbiose entre les services de la sous-région pour empêcher au groupe armé d'exporter. Je vous donne un exemple très simple. Nous sommes en train de combattre les Interahamwe et les Hutus ici en République Congo. Ces Interahamwe et les Hutus, ce sont des Rwandais Hutus qui ont commis des choses là-bas chez eux. Ils sont venus ici chez nous. En 1994. En 1994, après la mort de le fait président Biarimana. Vous pensez qu'aujourd'hui, ces gens représentent la paix au Congo? Non. Ils menacent la stabilité, la paix sociale du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin d'eux ici. De la même manière qu'ils sont dangereux pour la République démocratique du Congo, ils sont aussi dangereux pour le Rwanda. Parce que si ces gens-là, on ne sait pas les contrôler et que ces gens rentreraient au Rwanda, ça sera encore une sorte de génocide, une sorte de deuxième génocide. Vous voyez, donc nous, au niveau des services techniques, nous sommes dit avec les Rwandais que nous pouvons avoir des divergences, mais sur le plan de lutte contre la fraude minière, nous devrons être ensemble quand même. Parce que c'est de votre stabilité, c'est aussi de notre paix en République démocratique du Congo. Ça vaut aussi de la paix du peuple congolais. Donc, néantir la capacité financière des groupes armés dans la sous-région, ça stabilise tous les régimes politiques en place. Vous voyez, donc le régime rwandais ne seront plus menacés par les Hutus et les Tutsis parce qu'ils n'auront plus les moyens de leur politique criminelle. Vous voyez, mais laissez ces mêmes Hutus que nous combattons à l'intérieur et que ces mêmes Hutus doivent amener les minéraux au Rwanda et que le Rwandais capte ces minéraux, mais ça comme une sorte d'une production interne et organise les exportations, c'est quand même malhonnête. C'est là où nous sommes en train de travailler. Alors là, il faut vraiment ensemble réfléchir avec les services techniques. Parce que ça, ce n'est pas politique, c'est technique. Ce sont des techniciens qui se mettent ensemble. Voilà pourquoi j'étais à Nairobi pour essayer de travailler avec le Kenya et la douane kenyane aussi. Parce qu'ils doivent comprendre quels sont les documents réels qui accompagnent les minéraux de la République démocratique. Pour être certifié que c'est pas... Pour éviter, nous devrons mettre en place des mécanismes d'échange d'informations rapides. C'est comme dans le système de Kumbele,
Vous voulez quitter ici avec le diamant du Congo vers la Belgique. Nous, dans le mécanisme que nous avons mis en place au niveau du système de Kimbele, nous pouvons déjà communiquer le caratage de votre diamant en Belgique, les photos et le numéro du certificat. Donc vous arrivez en Belgique, avant même que vous puissiez arriver, vous allez déjà trouver les éléments de preuve de l'exportation déjà au niveau de la douane belge. Donc c'est difficile qu'il y ait l'infiltration, la contamination des minerais de conflit dans le système. C'est ce que nous sommes en train de mettre aussi au niveau de la SURGL, de manière à ce qu'au niveau du Rwanda, s'il y a des minerais qui sortent du Congo vers le Rwanda, parce qu'il n'est pas interdit que nos minerais soient achetés au Rwanda aussi, ils peuvent venir acheter. Comme seulement, ils doivent respecter la procédure. Oui, ils doivent se conformer à la loi de la République. Les Ougandais peuvent aussi venir acheter les minerais en République démocratique du Congo, mais ils doivent se conformer à la loi de la République. Mais venir acheter au bout des canons, après avoir tué et violé, là, nous ne sommes pas d'accord. Exactement. Vous n'êtes pas d'accord, Patricia? Oui, j'allais dire ce qui constitue une porte ouverte aussi aux fraudes minières, parce que quand il n'y a pas de paix, quand il y a la guerre entre les pays transfrontaliers, ça constitue une porte ouverte aux fraudes transfrontalières. Oui, mais ce qu'il faut retenir ici est que la fraude n'est pas nécessairement organisée par les États. La fraude est organisée par les individus qui animent les institutions dans ces États. Vous voyez, je vous donne le cas, par exemple, de 80 tonnes que le Rwanda nous a restituées. Mais ce n'était pas exporté frauduleusement par l'État rwandais, non. Il y a des individus qui sont dans les structures, soit des généraux, soit qui sont dans le gouvernement, qui encouragent justement des activités, des exportations illégales au niveau de la sous-région et qui en font, qui bénéficient de ça. Alors, nous disons que ces éléments, il faut qu'on puisse les dénicher au niveau des services techniques. Ce n'est plus seulement politique. C'est un travail maintenant technique où nous devrons nous réunir avec les autres experts de la sous-région, se regarder dans les yeux. Je vous donne un exemple très simple. Oui, allez-y. Oui, lorsque l'Allemagne a déboursé plus de 7 millions de dollars pour financer le programme qui était accordé au niveau de l'ONG qu'on appelle BGR, afin de prendre les échantillons de tous les pays de la sous-région et déterminer des caractéristiques spécifiques qu'on appelle les empreintes de minerais de chaque État. Donc il y a la capacité aujourd'hui, comme en Australie, si vous allez à Calgary, vous allez trouver qu'il y a des minerais de Calgary qui se diffèrent avec les minerais de Perse, par exemple. Il y a la différence. Alors ici aussi, nous, au niveau du CEC, nous avons demandé au niveau de l'Union européenne qu'on nous aide pour déterminer les caractéristiques spécifiques de nos minerais et les minerais du Rwanda. Alors, au niveau des services techniques de la sous-région, nous, au CEC, nous avons dit, pour y arriver, il n'est pas question qu'on aille prendre des échantillons comme ça au Rwanda à l'absence des Congolais. Non, non. Ou qu'on prenne des échantillons au Congo à l'absence du Rwandais ou en Ouganda. Non. Nous, les géologues de la République démocratique du Congo et les géologues rwandais, ils vont descendre dans des chantiers où on exploite les minerais au Rwanda. On va forer à 8 mètres en bas avec des machines, on prélève les échantillons là-bas à 8 mètres, on vient au Congo, on fait la même chose, et puis on nous donne le résultat. Faute de quoi les Congos ne seraient pas d'accord avec le résultat qui n'est pas contradictoire. Ce prélèvement des échantillons qui n'est pas contradictoire. Vous voyez, donc c'est un travail technique, ce n'est plus politique. Voilà. Alors justement, puisque c'est un travail technique et qu'actuellement au niveau du Parlement, il s'agit de la session budgétaire, nous voulons savoir si vous avez suffisamment de moyens de votre politique pour mener à bien cette lutte contre la fraude minière en RDC. Bon, et là, c'est vraiment très compliqué et malheureux parce que ça fait 2 fois que le Parlement nous a accordé le budget de l'enveloppe budgétaire, une ligne budgétaire de 5 millions de dollars pour essayer de fonctionner. Malheureusement, nous n'avons jamais encaissé même $1. C'est des exercices d'ailleurs. En 2013, c'était 5 millions. Bon, rien n'a été donné. 2014, même aussi, même pas les frais de fonctionnement. Mais au nom du patriotisme, au nom de l'amour, au nom de la volonté politique de certaines autorités, et particulièrement du ministre des Mines, qui essaye de se battre à titre individuel pour essayer d'aider la Commission. Et ça fait que nous avons quand même des réalisations en attendant qu'il y ait une conscience collective, de sorte que les choses avancent pour l'intérêt justement de notre peuple.
Alors, pensez-vous que sans moyens conséquents, vous pouvez vraiment arriver à mettre fin à la fraude, surtout quand on sait que vous avez pu quand même récupérer les 80 tonnes de cassiterie au Rwanda? Bon, ce qu'il faut retenir est que le travail peut aussi amener le moyen. Moi, je fais souvent le contraire des choses. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours qu'il faut qu'on donne d'abord les moyens avant que nous puissions travailler. Moi, je dis souvent, non, non, on peut commencer le travail et le moyen peut suivre. Vu l'importance du travail que vous voulez faire sur le terrain, le moyen peut suivre. Alors, si vous attendez d'abord le moyen pour que vous puissiez travailler, mais l'ennemi va se retrouver dans votre chambre à coucher, comment vous allez vous en sortir? Et les 80 tonnes que vous avez pu récupérer, ça représente combien en termes de dollars américains? Ah, mais je peux vous rassurer qu'en dehors de 80 tonnes, nous avons déjà récupéré plus de 9000 carats de diamants. Je peux vous donner globalement, hein, en 2014 seulement, la Commission nationale a fait entrer pour les comptes du Trésor public plus de 3 millions de dollars de minerais qui devraient sortir en fraude. Alors, on peut savoir combien la République démocratique du Congo perd à chaque fois qu'il y a une fraude comme celle-là? Bon, vous savez d'abord que la fraude s'organise d'une manière clandestine. L'évaluation n'est pas exacte, mais on fait souvent l'estimation. On estime, parce que nous avons quand même des calculs. On peut s'imaginer que telle drague qui a l'habitude de pomper autant de gravier, il peut avoir autant de grammes par jour lorsqu'il y a des activités de l'or. Nous savons aussi que lorsque telle pierre industrielle ou de joaillerie qui a échappé au contrôle de la République, qu'on a détecté à Anvers, pouvait nous donner autant. Cette estimation peut nous amener à plus de 40 millions par an. ce n'est pas rien donc. Alors, dernièrement, vous avez reçu les élus, députés nationaux et sénateurs de la province orientale. Quand on parle de la province orientale aujourd'hui, on voit Kibali Gold Mines, qui, il y a peu, avait quand même eu aussi des problèmes. Alors qu'elles, comme Jeune Venture, ils étaient dans la bonne procédure pour faire vendre de l'or au niveau sud-africain. Mais bon, quand même, on avait intercepté les lingots d'or en Nairobi. Oui. Quel a été l'apport de votre commission pour justement décanter la situation? Oui, bien sûr. D'abord, il faut savoir que Kibali n'a pas de souci au jour d'aujourd'hui. Kibali travaille correctement et il est sous l'encadrement justement du CSC parce que nous suivons avec beaucoup d'attention sa production et nous essayons de faire respecter la traçabilité. Ça, c'est la première des choses. Mais pour la situation de Nairobi, moi-même, je me suis investi personnellement. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères, j'ai vu les conseillers spéciaux du président Uhuru Kenyatta, qui est le conseiller spécial majeur de sécurité là-bas au Kenya, pour justement lui demander que les exploitations de Kibali, ce sont des exploitations dans toute légalité. Donc la situation a été décantée, il n'y a pas de souci aujourd'hui, suite à cette collaboration qui existe entre les services spécialisés du Kenya et la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. À chaque fois que la marchandise de Kibali arrive au niveau de l'aéroport John Kenyatta à Nairobi, la marchandise est automatiquement prise en charge justement par les services spécialisés du Kenya avant que la marchandise ne passe en Afrique du Sud. Et nous échangeons, nous donnons déjà des détails de cette exportation au niveau de la douane kenyane avant même que la marchandise n'arrive. Donc ça devient très compliqué pour infiltrer ne fût-ce que 2 grammes par fraude, c'est impossible. Et surtout que Kibali, c'est quand même parmi des entreprises qui sont cotées au niveau de la bourse. Nasdaq au Canada. Oui, ils n'ont pas besoin, ils sont soit dans le London Metal Exchange, ils sont dans beaucoup de bourses. Alors, ils ne peuvent pas justement s'engager avec l'ensemble des audits au niveau international de se lancer dans la fraude parce que nous les encadrons et nous avons tout un bureau qui essaie de veiller sur la traçabilité des exportations de cette entreprise. Et ils exportent souvent avec le certificat CIRGL. C'est parmi des industriels qui ont commencé justement à exporter leurs minerais avec le mécanisme de certification de la sous-région. Le mécanisme soutenu par les Nations Unies, soutenu par l'Union africaine, soutenu justement par la MONUSCO. Et justement, là, vous avez parlé de l'or, des cassitérites et Patricia, tu voudrais rajouter? Oui, j'aimerais juste savoir, est-ce que vos services prévoient réactiver la direction d'achat des matières précieuses de la Banque centrale du Congo? Est-ce que vos services prévoient réactiver bien sûr cette direction?
Bon, vous savez que comme je ne suis pas dans le conseil d'administration de la Banque centrale, où je ne gère pas la communication de mon frère Mutombo Mwananyembo, je ne sais pas exactement la vision managériale à ce niveau-là, au niveau de la Banque centrale. Mais le CEC, que j'ai quand même la charge aussi, a une mission justement d'acheter les minéraux parmi nos missions nous confiées par le gouvernement. Nous pouvons aussi acheter les minéraux, le faire garder à la Banque centrale, pour premier objectif, essayer de mettre en place une sorte de matelas économique d'un État, et puis deuxièmement, essayer aussi de garantir le plus-valeur, parce qu'il ne faudra pas que les opérateurs miniers privés viennent imposer le prix. Nous, comme l'État, nous pouvons aussi garantir le plus-valeur, donc pour permettre à notre peuple de se retrouver lorsqu'il y a la vente. Donc ça, c'est parmi les missions nous accordées par le gouvernement. C'est pourquoi nous sommes entrés avec les amis de nos frères députés de la province orientale. Nous nous sommes mis d'accord que désormais nous devrons les impliquer dans l'organisation de coopératives au niveau de la province orientale. Nous ne pouvons plus laisser notre peuple exploiter en divagation. Nous avons dit qu'avec les députés, eux, le CEC, CESCAM et les autres services de mines, ainsi que l'implication du gouvernorat, nous allons nous mettre ensemble pour organiser notre peuple en coopérative. Vous savez que ce sont des conflits qui existaient même en Australie. Vous savez que l'Australie, moi je prends souvent l'exemple de l'Australie parce que j'étais plusieurs fois en Australie pour avoir un peu, avec des séminaires de formation, pour avoir cet échange. L'Australie a presque le même minerai que la République démocratique du Congo, l'Australie. Et aux années 50, l'Australie avait aussi des difficultés. Il y a eu conflit qui existait entre les industriels et le chef de terre. Avec les orpailleurs. Avec les orpailleurs et consorts. Alors, lorsque les industriels ont besoin d'exploiter l'or dans la terre, à tel ou tel endroit, ils ont connu aussi cette même résistance que nous vivons aujourd'hui ici chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accord entre le chef de terre et les industriels. Vous voyez? On doit aménager des endroits où les creuseurs congolais doivent aussi creuser parce qu'ils ne vivent que grâce à ça. C'est leur terre, c'est la terre de leurs ancêtres. Mais ça doit être encadré en termes de coopérative, en termes d'encadrement de minerais, de la production, en termes des achats même. L'État peut acheter. Nous allons acheter directement au niveau des Congolais qui exploitent dans les zones, dans des sites que nous allons les accorder désormais. Vous voyez? Et nous avons une vision managériale beaucoup plus large que ça. Rien n'empêche que dans l'avenir, que ceux qui s'appellent Maï, qui sont réellement congolais, lorsqu'ils seront identifiés, pourquoi pas les demander qu'ils déposent les armes et qu'on les transforme en coopérative pour commencer à exploiter pour les comptes de l'État. Et avoir la paix par conséquent. Alors, monsieur Et avoir un peu de l'argent de vivre avec leurs enfants. Parce que nous allons payer les minerais. Et nous allons les motiver. Parce qu'ils seront identifiés pour éviter l'infiltration. C'est une vision. Mais nous devrons commencer d'abord par les creuseurs congolais qui sont sous contrôle total du gouvernement de la République. Parce que nous avons le mandat de l'État pour ça. Alors, puisque vous avez le mandat de l'État pour ça, lutter contre la fraude minière en République démocratique du Congo, nous voulons savoir, lorsqu'il vous arrive d'arrêter les gens qui s'adonnent à cette fraude, vous avez un pouvoir coercitif, vous faites quoi avec eux? Oui, d'abord il faut retenir qu'au niveau de la commission nationale, on l'appelle commission. Oui. Ce n'est pas une commission des individus nommés quelque part, c'est une commission d'abord des services de l'État. D'experts, quoi. Des services d'abord de l'État, tous les services ayant pour mission de réprimer les fraudeurs font partie de la commission. Et je vous informe qu'y compris le parquet général de la République, le parquet fait partie de la commission nationale de lutte contre la fraude minière. Vous voyez, la haute cour d'ordre militaire fait partie de la commission nationale de lutte contre la fraude minière. Ce qui fait que nous avons le pouvoir aussi de sanctionner lorsque nous suivons toute la légalité pour arriver à la répression. Nous avons des instruments. C'est le modèle que nous avons opté de l'Australie. La commission n'est composée que de 3-4 qui coordonnent en fait. Mais lorsqu'on a besoin de l'armée pour réprimer les fraudeurs, nous faisons appel à l'armée et on réprime. Lorsque nous avons besoin de la police pour arrêter tel malfaiteur, nous n'avons pas besoin de monter une équipe pour aller arrêter. Non, non, c'est la police qu'on utilise pour arrêter.
C'est pourquoi lorsque nous avons besoin de l'ANR pour les investigations sur un malfaiteur, nous faisons recours et les agents s'investissent là-dessus. Lorsque nous avons besoin du parquet général pour dire le droit, eh bien, nous traînons les criminels devant la cour. Donc c'est une commission des services de l'État ayant pour mission de réprimer des fraudeurs. C'est ça le mécanisme. Ce n'est pas un réseau avec une force militaire autour de moi, coordonnateur, pour commencer à réprimer. Non, non, je dois faire recours. C'est comme ça que ça se fait partout dans le monde. Ça veut dire que lorsque les criminels ont besoin de sortir frauduleusement avec nos minéraux, je demande à l'immigration, membre de la Commission nationale de lutte, le coordonnateur adjoint, c'est un haut fonctionnaire de l'immigration qui est avec moi. Donc, je vais demander à l'immigration de veiller ou d'empêcher la personne même de voyager parce qu'il doit être pris en charge par les services. Et nous le faisons souvent. Pour raison de la sécurité d'État, nous constatons que, monsieur, tu ne peux pas voyager parce que nous devrons te fouiller sérieusement et systématiquement, on te fouille. Et généralement, lorsque nous fouillons, nous n'avons pas l'habitude de tâtonner. C'est juste, parce que les services fonctionnent avant même qu'on vous prenne en charge. Donc, quand vous disiez ici que l'armée, tout ça, moi je dis chez nous, il faut d'abord que tu puisses commettre une infraction, que tu vas comprendre que la justice existe. Il faut que tu entres dans la rébellion, comme Roger Lumbala, que vous allez comprendre qu'il y a une armée. Parce qu'il faut demander maintenant à Lumbala aujourd'hui, il vous dira qu'au Congo, il y a une armée. Alors c'est comme ça que je voulais savoir. Que diriez-vous à ceux qui penseraient peut-être que non, vous faites un cumul de fonctions? Pensez-vous que votre poste, deuxième personnalité du centre d'expertise et d'évaluation des matières premières et semi-précieuses, oui, et le fait que vous soyez aujourd'hui ici au rang de président de la Commission nationale de la lutte contre la fraude,